rejoignez à l'instant, voici les titres de cette édition de l'information. À la une de l'actualité, en prélude aux éventuelles manifestations annoncées par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre prochain, le ministre de l'administration territoriale sort de sa réserve et lance un ultimatum aux organisateurs. Nous en parlons dans cette édition. Et puis face à cette dernière sortie de Paul Atanga-Gandhi, plusieurs acteurs politiques se sont prononcés. Nous les entendrons au micro de Patrick Ngouagnan et de Raoul Ouattat. Le monde commémore ce jour la journée internationale de la démocratie. Occasion pour nous de revenir sur les objectifs, l'historique de cette journée et surtout sur la définition du terme démocratie. Et puis dans ce journal, nous verrons également si aujourd'hui on peut concrètement affirmer que le Cameroun est un État démocratique. À l'international, l'opposition politique nigériane a rejeté le nouveau fichier électoral validé par l'OIF. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45. À tout de suite. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus si vous nous rejoignez à l'instant. En prélude à ces éventuelles manifestations annoncées par certains militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 22 septembre prochain, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Gandhi a convoqué les gouverneurs des régions du centre et du littoral pour interpeller les éventuels organisateurs. Suivons ces extraits de Patrick Ngouagnan et de Patrice Foucault. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Gandhi, dans une circulaire adressée hier aux gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest, donne des instructions fermes sous forme d'injonction au sujet de la marche annoncée par le parti politique RMRC. Marche qui vise, nous citons, à chasser Paul Biya du pouvoir. Le MINAT rappelle l'interdiction de cette initiative au motif de son inégalité et du risque de propagation de la pandémie du Covid-19, toujours présente parmi nous. Et c'est malgré tout, la manifestation venant à se tenir, Paul Atanga-Gandhi autorise les gouverneurs à procéder à l'interpellation et à la garde à vue administrative des manifestants et des organisateurs. Sont aussi visés par ce message fax ceux-là qui ont lancé des mots d'ordre de manifestation publique par écrit sur les plateaux ou antennes TV et radio ou par voie de réseaux sociaux. Pour ce qui est de l'organisation des élections régionales, dont le mouvement pour la renaissance du Cameroun conteste la tenue en raison notamment de la crise dans les régions anglophones, le ministre Paul Atanga-Gandhi s'oppose à toute perturbation du processus. Ces derniers demandent au gouverneur de veiller au maintien de l'ordre sans la moindre complaisance, avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux prévue le 6 décembre prochain. Le rouleau compresseur ainsi enclenché va-t-il avoir raison des velléités insurrectionnelles? Bien malin, qui saura donner une réponse à cette équation. Et face à cette sortie du ministre de l'administration territoriale, plusieurs acteurs politiques ainsi que des sociologues ont donné leur avis sur cette réaction de Paul Atanga-Gandhi. Nous les écoutons tout de suite. Ils sont au micro une fois de plus de Patrick Ngouagnan. Les manifestants et organisateurs des marches en vue de porter atteinte à la sûreté de l'État seront interpellés et gardés à vue selon un message fax du ministre Paul Atanga-Gandhi adressé aux gouverneurs des régions du centre, du littoral et de l'ouest qui devront agir selon la réglementation en vigueur. Pour l'avocat au barreau du Cameroun, maître Alphonse Galiébou, cette sortie du MINAT est une atteinte grave à la liberté d'expression. Comme d'habitude dans notre pays, cette sortie du ministre de l'administration territoriale est une sortie assez liberticide. Voilà, qui porte un coup aux libertés publiques fondamentales prévues par le préambule de notre Constitution, ouais, et garanties par des différentes chartes ratifiées par le Cameroun, voyez-vous. Et ces libertés qui sont le reflet d'un pays démocratique, sont entre autres la liberté de manifester, la liberté d'expression,
la liberté d'opinion, voyez-vous, la liberté d'aller et venir. Voilà, sa sortie viole toutes ces libertés-là. Pour ces autres militants du parti au pouvoir, le ministre est garant de la stabilité intérieure du pays et serait donc dans son bon droit. Le ministre de l'Intérieur est chargé de la stabilité et lutter le désordre. S'il veut garder la paix, et il arrête ce qu'ils sont soupçonnés de faire du désordre, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire là-dedans. Que j'ai est à 3 dimensions. La première dimension est celle du citoyen camerounais qui est républicain et qui estime que la bonne marche des affaires de la République doivent suivre leur cours. Et après une élection municipale, évidemment, le point d'achoppement, c'est les élections régionales qui arrivent. Donc en tant que citoyen, je suis pour la bonne marche des choses. Maintenant, en tant qu'élu, je vais devoir remplir mon devoir citoyen le 6 décembre prochain pour élire ceux-là qui vont diriger les régions, qui est la dernière pierre à l'édifice de la décentralisation. Et enfin, le militant RDPC que je suis est tout à fait, alors là, tout à fait d'accord et à 100% avec le ministre de l'administration territoriale. Maître Alphonse Galliébou revient à la charge et parle d'abus de pouvoir. Le ministre va plus loin dans sa sortie en disant il faut interpeller toute personne qu'on pourrait trouver sur la voie publique. Cela signifie que ce jour-là, nous sommes obligés de rester chez nous, même moi qui ne veux, même la personne qui ne veut pas marcher, il est dans son droit seulement le pouvoir qu'il a, il l'utilise contre les intérêts du peuple. Alors que ce pouvoir, c'est justement pour défendre l'intérêt du peuple, pour protéger le peuple. Mais c'est le peuple qui dit, veut manifester une morale. Tu le fais, il dit au peuple, si tu le fais, moi je te prends et je te garde. C'est un abus de pouvoir. Pour dire qu'il est d'abord le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, 2, il est le ministre de l'administration territoriale et il est dans son rôle de préserver l'ordre social. Et l'ordre social va vers la sensibilisation de ceux-là, en leur faisant comprendre que notre code pénal à l'article 114 et 116 punissent pour les emprisonnements à vie et pour des peines très lourdes, ceux qui voudront passer le pays pour un pays insurrectionnel, et tout ça parce qu'ils ne veulent pas suivre le bon cours des choses. Pendant ce temps, les candidats du RDPC aux élections régionales dans le département du Vouri peaufinent sereinement leur dossier en vue des élections à venir. Et le monde commémore ce 15 septembre 2020 la journée internationale de la démocratie sous le thème « La démocratie en ligne droite face à la Covid-19 ». Une occasion pour nous de revenir sur l'historique et les objectifs de cette journée, mais surtout sur la définition du terme « démocratie » en tant que système politique. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la démocratie. Un peu moins de la moitié des pays du monde sont des démocrates à ce jour. En 2007, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 15 septembre Journée internationale de la démocratie, dans le cadre d'une résolution visant à encourager les gouvernements à renforcer et à consolider la démocratie. Depuis lors, cette journée est célébrée chaque année dans le monde entier. C'est une occasion de réexaminer l'état de la démocratie. Cette année, cette journée se déroulera autour du thème « La démocratie en première ligne face à la Covid-19 ». La crise sans précédent de la Covid-19 a entraîné des défis sociopolitiques et juridiques majeurs à l'échelle mondiale. Alors que les États du monde entier adoptent des mesures d'urgence pour y faire face, il est essentiel qu'ils continuent à faire respecter l'état de droit et protéger, ainsi que respecter les normes internationales et les principes fondamentaux de l'égalité, également le droit d'accéder à la justice au recours à une procédure régulière. La démocratie est un processus autant qu'un objectif. Et seule la pleine participation et l'appui de la communauté internationale, des organes de gouvernance nationaux et la société civile, des individus, permettront de faire de l'idéal démocratique une réalité universelle.
La liberté, le respect des droits de l'homme et le principe de la tenue des élections honnêtes et périodiques au suffrage universel sont les valeurs qui constituent les éléments essentiels de la démocratie. À son tour, la démocratie devient un environnement naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme. Ces valeurs sont incarnées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et développées dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre toute une série de droits politiques et de libertés civiles qui sont les piliers d'une véritable démocratie. Dans le monde, beaucoup de pays sont encore en quête de démocratie. Au Cameroun, depuis 1982, avec l'arrivée en tête du pays du président Paul Biya et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la démocratie a pris un véritable élan. Mais peut-on véritablement affirmer aujourd'hui que 38 ans plus tard, le pays est résolument devenu un État démocratique? La question demeure et est sujette à plusieurs débats passionnés en cette journée de célébration de la démocratie en tant que système politique. La démocratie est donc appliquée au Cameroun malgré les tensions dans la région de l'extrême nord avec la crise, avec la guerre contre Boko Haram et la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-on réellement attribuer le terme démocratique au pays de Paul Biya? Plus d'éléments de réponse dans ce reportage de Jean-Germain Yetna. L'année 1990 marque le début du processus démocratique camerounais avec la loi du 19 décembre 1990 portant sur les libertés d'association et des partis politiques dont le multipartisme. C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre au pays dirigé par son Excellence Paul Biya, président de la République démocratique du Cameroun. Depuis 1985, le Cameroun est dirigé par le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à ce jour, le pays compte plus de 300 partis politiques déclarés. Le jeu électoral, bien que jugé favorable aux partis au pouvoir par la classe politique de l'opposition, permet de distinguer les formations politiques et moins d'une dizaine sont représentées à l'Assemblée nationale. Une opposition est essentielle, c'est un composant essentiel de l'équation démocratique. Il n'y a aucune démocratie sans le pouvoir et l'opposition. Les deux sont essentiels. Mais pour que la démocratie soit digne, intègre, pour que cette démocratie réussisse, il faut que les composants de l'équation démocratique, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition, soient des acteurs dignes, intègres, respectables et tout. La fonction publique camerounaise est régie par décret du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique et détermine en son article 13 le mode de recrutement, les conditions à remplir et définit les différentes catégories de fonctionnaires. Et pour ce qui est du système judiciaire, la Constitution du 18 janvier consacre un pouvoir judiciaire dont la Cour suprême constitue la plus haute instance malgré quelques soubresauts avec la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord Cameroun et la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le pays poursuit sa ratification des conventions relatives aux droits de l'homme, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, la Convention des Nations Unies sur la torture, que sais-je encore. Si on ne prenait que les rapports, la question de la séparation des pouvoirs, le rapport entre le judiciaire et l'exécutif, vous vous rendez bien compte que l'exécutif, c'est lui qui est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. De mon point de vue, on ne peut pas être en démocratie à partir du moment où il n'y a pas séparation des pouvoirs. Puisque la démocratie, par définition, c'est les libertés, mais c'est les institutions, c'est les lois, et c'est une culture de normes et tout. Et depuis des années, le pays connaît une liberté syndicale. À côté des syndicats à vocation générale, il existe des mouvements syndicaux à vocation sectorielle, à l'exemple du syndicat national des enseignants du supérieur. Et que dire du secteur audiovisuel et de la presse écrite,
Longtemps limité à une seule chaîne de radio-télévision publique, le secteur connaît une véritable effervescence avec la création d'une pléthore de chaînes de télévision, de radio et de presse écrite, et avec la convocation des collèges électoraux pour les élections régionales le 6 décembre prochain. Les régions auront bientôt à leur tête un conseil régional doté d'un président, ce qui rentre dans le cadre du processus de décentralisation enclenché depuis quelques années par le chef de l'État. Et le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vient de sanctionner une centaine de militants. Des sanctions qui auraient peut-être pu être évitées de l'avis de certains militants qui ont été rencontrés par notre reporter Jean-Marie Onambeli. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a sanctionné une centaine de membres de sa formation politique pour indiscipline et autres manquements graves. Pour certains militants de ces partis politiques, les sanctions, bien qu'acceptées, ne résolvent pas entièrement le problème. Les mesures préventives peuvent être prises si les différents organes et institutions du parti font leur travail en aval. Est-ce que l'indiscipline est née d'elle-même? Je ne suis pas sûr. Toujours est-il qu'il y a des problèmes au sein de notre parti. C'est normal puisque nous sommes assez nombreux. Et comment on fait pour se résoudre ces problèmes? Et effectivement, il y a des canaux. Les canaux sont, par exemple, les conférences de sous-section, les conférences de section, et même le congrès même du parti. Parce que s'il n'y a pas de conférence de sous-section, les militants ne vont pas s'exprimer. Les militants sont obligés d'aller s'exprimer lorsqu'il y a des échéances électorales. Et lorsqu'ils, les militants s'expriment à ce niveau-là, avec la discipline du parti, avec les chefs de délégation, tout de suite vous vous rendez compte que ceux de la base se sentent marginalisés. Pourtant, il y a des mécanismes, donc il y a des moments où on peut dire que non, nous envoyons telle personne et qu'on explique cela lors des conférences de section, lors des conférences de sous-section. Et même au niveau du Congrès, vous savez que ça fait plusieurs années quand même que le président national n'a pas organisé le Congrès. Vous savez qu'il y a plein de candidats, si vous voulez, plein de hauts cadres qui sont au bureau politique, soit décédés, soit d'autres qui sont même en prison. Il va falloir quand même remettre les pendules à l'heure. Pour d'autres militants, la venue des sanctions démontre tout simplement de la vitalité du RDPC. En réalité, nous pensons que ces sanctions... Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a sanctionné une centaine de membres de sa formation politique pour indiscipline et autres manquements graves. Pour certains militants de ces partis politiques, les sanctions, bien qu'acceptées, ne résolvent pas entièrement le problème. Les mesures préventives peuvent être prises si les différents organes et institutions du parti font leur travail en aval. Est-ce que l'indiscipline est née d'elle-même? Je ne suis pas sûr. Toujours est-il qu'il y a des problèmes au sein de notre parti. C'est normal puisque nous sommes assez nombreux. Et comment on fait pour se résoudre ces problèmes? Et effectivement, il y a des canaux. Les canaux sont, par exemple, les conférences de sous-section, les conférences de section, et même le congrès même du parti. Parce que s'il n'y a pas de conférence de sous-section, les militants ne vont pas s'exprimer. Les militants sont obligés d'aller s'exprimer lorsqu'il y a des échéances électorales. Et lorsqu'ils, les militants s'expriment à ce niveau-là, avec la discipline du parti, avec les chefs de délégation, tout de suite vous vous rendez compte que ceux de la base se sentent marginalisés. Pourtant, il y a des mécanismes, donc il y a des moments où on peut dire que non, nous envoyons telle personne et qu'on explique cela lors des conférences de section, lors des conférences de sous-section. Et même au niveau du Congrès, vous savez que ça fait plusieurs années quand même que le président national n'a pas organisé le Congrès. Vous savez qu'il y a plein de candidats, si vous voulez, plein de hauts cadres qui sont au bureau politique, soit décédés, soit d'autres qui sont même en prison. Il va falloir quand même remettre les pendules à l'heure. Pour d'autres militants, la venue des sanctions démontre tout simplement de la vitalité du RDPC. En réalité, nous pensons que ces sanctions dans le RDPC sont les bienvenues. Parce qu'en réalité, ça démontre la vitalité d'un parti politique. Un parti politique qui n'a pas de règles n'est pas un parti politique. Donc les gens avaient tendance à croire que, comme le RDPC c'est le rassemblement, en fait on peut tout y faire. Mais il faut bien regarder nos idéaux
dans la carte de parti, il est écrit « J'adhère aux idéaux du RDPC ». Ce n'est pas que je voulais inventer quelque chose dans le RDPC. Donc le RDPC a déjà ses idéaux, vous adhérez à ça et vous essayez de travailler là-dedans. Donc, si aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a eu cette panoplie de sanctions, nous pensons que c'est une bonne chose parce qu'il fallait effectivement recadrer ceux qui ne comprenaient pas bien la chose pour qu'ils sachent qu'ils sont dans un parti. Au demeurant, les divergences peuvent exister, mais le parti des flammes, RDPC, reste fort. C'est vrai que les gens s'attardent un peu plus sur la divergence des choses, alors que la réalité des choses, elle est toute simple. Déjà dans le parti, nous avons toute une pépinière de jeunes qui est déjà là, et nous avons aussi des aspirants qui veulent entrer dans le parti. Ils n'ont qu'à justement savoir que c'est un parti responsable, tout simplement. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu des sanctions, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Il y a des enfants qui ont fait leur carrière de par le RDPC et qui sont en train de vivre leur vie. Donc il n'y a pas de problème. Donc tous ceux qui peuvent être dans le RDPC, les portes sont ouvertes, mais qu'ils sachent qu'effectivement, ce n'est pas la cour du papier. Pour la base, il faut tenir compte des efforts et du militantisme des uns et des autres, surtout lors des échéances locales. Finalement, il y a quand même un problème. Parce que vous savez que certains deviennent haut cadre à la suite du décret présidentiel, par exemple pour la gestion du pays. Mais or, il y en a qui mouillent le maillot au quotidien, et c'est depuis des années. Ça, on ne peut pas se le cacher pour le dire. D'ailleurs, le président avait dit qu'on n'a pas besoin d'aller dans le parti pour exprimer nos opinions. Même dans le parti, on doit le faire. Quelqu'un ne peut pas mouiller le maillot pendant des années. Au moins, quand il cherche à vouloir briguer peut-être un mandat électif, soit maire ou conseiller municipal, et le chef de délégation vient avec des gens pour imposer. Ça frustre, ça met des gens mal à l'aise. Si on ne peut pas le dire, ça veut dire qu'on n'est pas honnête, même quand on milite dans notre parti. L'avenir nous dira si des fractures internes ne vont pas se faire entendre ou voir avec cette multitude de sanctions disciplinaires observées au sein du parti au pouvoir. À présent, intéressons-nous à ce communiqué du gouvernement signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais. Le gouvernement de la République a pris connaissance des appels à l'insurrection et au renversement des institutions de la République par des responsables d'un parti politique. Le gouvernement rappelle que ces faits sont prévus et réprimés par le Code pénal et les dispositions pertinentes de la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Le gouvernement de la République tient à rappeler qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement d'institutions républicaines démocratiquement élues. Par conséquent, tous ceux qui s'associeront à un tel projet devront s'attendre à en répondre devant les instances judiciaires compétentes. Les forces de sécurité prendront à cet égard toutes les mesures nécessaires pour assurer fermement le maintien de l'ordre public et de la paix sociale. Un communiqué fait à Yaoundé le 15 septembre 2020, signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et puis, bonne nouvelle en éducation, l'oral des concours administratifs se fera désormais en ligne. C'est la grande innovation de cette année 2020. L'annonce a été faite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative lors de sa visite dans la région de l'Est à Berthois. Plus de détails avec Priscille Messéné et Babi Siélène. Les concours administratifs ont été lancés à travers le territoire national et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lee, patron de ce département ministériel et de ces concours, a décidé de coordonner ces examens dans la région de l'Est au lycée scientifique de Berthois. Arrivés en compagnie du gouverneur Grégoire Vongo, ils ont respecté les mesures barrières tout en visitant les salles d'examen bondées de candidats qui ont affronté les épreuves de ces concours administratifs. L'initiative cette année est la préparation des épreuves orales sans pour autant que les candidats se déplacent. Désormais, ils ont la possibilité de composer en ligne. C'est un système qui va permettre aux candidats des différents concours administratifs au Cameroun de pouvoir faire les épreuves orales en ligne. Donc les gars ne vont plus se déplacer. Si vous êtes à Berthois et que vous êtes, par exemple, vous êtes candidat à l'ENAM, vous composez l'oral sur place à l'Est.
Bon, actuellement, nous avons voulu nous connecter avec la plateforme du ministère de la fonction publique et on a pu basculer avec Zoom. Zoom qui est une application de vidéoconférence qui permet d'interagir avec une personne qui est peut-être à une distance plus longue que la vôtre. Donc c'est par rapport à ça que nous étions en train de mettre l'outil en marche. Cette visite avait pour but de s'assurer du bon déroulement des épreuves écrites du concours direct pour le recrutement de 30 contrôleurs adjoints du travail et de la prévoyance sociale. Le ministre de la formation professionnelle et de la réforme administrative, Joseph Lee, s'est assuré que ces examens se déroulent sans tâche. Surtout de venir tester quelque chose que nous souhaitons, que nous allons implémenter dès cette année. Il s'agit des épreuves orales de tous les concours qui vont se dérouler au cours de cette année 2020. Ces épreuves orales se feront désormais par système de visioconférence. Parce que voyez-vous, un candidat qui est admissible en concours et qui se trouve à Modundu par exemple, ou encore en Goïla, et qui doit être obligé d'aller jusqu'à Yaoundé, la distance est extrêmement longue. Il y a des risques sur le chemin. Le concours des contrôleurs adjoints du travail et de la prévoyance sociale. Hier, c'était les adjoints d'administration. Et nous constatons que toutes les mesures ont été prises, aussi bien en ce qui concerne les mesures barrières contre la propagation de la COVID-19, qu'en ce qui concerne l'organisation même des épreuves. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, et les autorités administratives ont fait le tour du centre de Bertois qui comptait 7 salles d'examen pour un total de 155 candidats pour ce concours qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions avec la présence des forces de maintien de l'ordre pour éviter un trouble. Rendons-nous à présent en Kosamba dans le département du Mungo pour nous intéresser à cet examen du permis de conduire. Ils étaient près de 478 candidats à avoir postulé à cet examen. Un examen qui était initialement prévu pour le mois de juin, mais qui s'est plutôt déroulé au cours d'une session spéciale ce mois de septembre et ce jour à la délégation départementale des transports. Château-Valhomme-N et Jean-Marie Onambeli. Les accidents de la circulation vont être réduits dans les axes routiers du département du Mungo. Ils étaient nombreux élèves des auto-écoles à passer l'examen de permis de conduire pour cette session spéciale de septembre 2020. Pour bon nombre, vaut mieux passer par la régulière que de tricher. Il est très important, je crois qu'on ne triche pas avec le permis. Il ne faut pas tricher avec le permis parce que c'est sa vie qui en dépend. Pour ceux qui achètent au téléphone, c'est comme si on achetait la mort. Mais il est très important de se mettre à l'œuvre, de se former véritablement avant de prendre le volant d'une voiture. Parce que si on achète un permis au téléphone, c'est comme acheter la mort, comme je l'ai dit. Et moi, je n'aimerais pas acheter la mort. Je préfère être véritablement dans le terrain, me perfectionner, conduire moi-même, passer toutes ces épreuves parce que ça y va de ma formation également. Les futurs automobilistes du Mungo se recruteront dans les différentes catégories du permis de conduire pour cette session. Nous avons eu 478 candidats inscrits à l'examen de permis de conduire. Dans les catégories, nous avons ici les catégories A qui concernent les motos, les catégories B, les petits véhicules, catégorie C, catégorie D et D, catégorie E et G. Dans la catégorie A, par exemple, les motos, nous avons eu 5. Catégorie A, nous avons eu 40 candidats qui étaient inscrits à l'examen de permis catégorie A pour cette session. Et nous avons eu 332 candidats qui étaient inscrits à l'examen, qui sont inscrits à l'examen de catégorie B également pour cette session. Et les catégories C, nous avons eu 50 candidats inscrits. Catégorie D, 15 candidats inscrits. Et catégorie E, nous avons eu 23 candidats inscrits. Catégorie G, 18 candidats inscrits. Bon, nous pensons que dans l'ensemble, l'examen est en train de bien se dérouler parce que là, nous avons fini la phase écrite. Et les corrections sont en train de se faire et tout à l'heure, nous allons amorcer la phase pratique. Donc, ayant auparavant publié les résultats des admissibilités.
Si pour certains, c'est l'aptitude au volant qui est recherchée, pour bon nombre de candidats, c'est d'abord une affaire de débouchés. C'est pour avoir l'aptitude du volant et être capable de pouvoir rouler sur une route sans avoir de problème. Parce que je sais qu'avec le Cameroun qui est un peu dur, j'ai voulu le permis parce que je sais qu'avec le permis c'est un peu facile pour moi de gagner mon pain quotidien. Il faut dire que le Covid-19 a eu un impact sur la tenue de la session du concours initialement prévue en juin.